La fête de mon 18e anniversaire n'était qu'une mise en scène d'un luxe de façade, un flot de traiteurs hors de prix et de rires scénarisés résonnant sous les plafonds voûtés en chêne de notre manoir familial sur la côte bretonne. Tandis que mes parents, Christophe et Isabelle, levaient leur coupe de champagne millésimée à un avenir commun, je me sentais comme une anomalie dans leur système. Je les observais, eux et mon frère Théo, qui étaient occupés à diffuser l'héritage de la famille Valmont à ses milliers d'abonnés numériques. Ils ne célébraient pas mon passage à l'âge adulte, ils s'alliaient à l'idée de la date où ils croyaient que les clés changeraient légalement demain. Mais alors que l'horloge comptoise dans le hall approchait de minuit, je n'étais pas au centre du cadre, j'étais dissimulé dans l'ombre de la bibliothèque, la lumière bleue de mon téléphone illuminant un dernier verrouillage numérique irrévocable. D'une main ferme et avec un pouls qui ressemblait à un compte à rebours silencieux, j'ai appuyé sur « Confirmer ». La signature numérique a été gravée dans le dossier et, dans cette seconde silencieuse, j'ai transféré l'intégralité de l'héritage de plusieurs millions d'euros dans une structure juridique privée qu'ils ne pouvaient pas pénétrer. Le lendemain matin, la brume de l'Atlantique était assez épaisse pour effacer l'horizon. Je me tenais sur la large terrasse, mon café noir et froid, regardant l'allée de gravier. Un immense camion de déménagement a émergé du brouillard, suivi de la voiture noire élégante de mes parents, ils en sont sortis, arborant une sorte de triomphe prédateur. Nous avons tout organisé, Madeleine, a annoncé mon père, ne me jetant même pas un regard alors qu'il signalait aux déménageurs de se diriger vers la porte d'entrée. Cette maison appartient à l'unité familiale maintenant, il est temps que tu déplaces tes affaires dans la dépendance au fond du jardin. Il n'a pas remarqué l'homme en costume gris anthracite debout derrière moi ni le gendarme appuyé contre la balustrade en bois. Il ne réalisait pas qu'aux yeux de la loi, il était déjà un étranger à la porte. Avez-vous déjà eu l'impression d'être l'invisible de votre propre famille alors que tout le monde s'attribuait le mérite? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je lis chacun d'entre eux, et si vous croyez que poser des limites est une forme de respect de soi, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Le silence qui s'est installé sur la maison après cette confrontation initiale était lourd, mais il n'était pas solitaire, c'était le genre de calme que l'on remarque enfin après qu'un bourdonnement fort et persistant dans les oreilles s'arrête finalement. Je me suis assise à la table de salle à manger en acajou, traçant les veines du bois, et j'ai laissé mon esprit dériver vers la façon dont je suis devenu la personne capable de verrouiller mes propres parents hors d'un domaine de 4 800 000 €. J'ai grandi comme ce que les psychologues appellent l'enfant invisible, mais dans notre maison, j'étais plutôt comme un mur porteur, essentiel, structurel et complètement ignoré à moins que le plafond ne commence à s'affaisser. Mon frère Théo était le soleil autour duquel mes parents orbitaient et j'ai appris très tôt que mon rôle était de fournir la stabilité qui leur permettait de briller. Quand j'avais 12 ans, je me souviens avoir gagné le concours régional d'architecture, j'avais passé 3 mois à construire une maquette d'un pont durable en utilisant des cure-dents et une précision chirurgicale. Quand j'ai ramené le trophée à la maison, ma mère n'a même pas levé les yeux du genou écorché de Théo, elle m'a dit d'aller chercher l'antiseptique dans l'armoire parce que Théo pourrait avoir une infection. Le trophée est resté sur le comptoir de la cuisine pendant 3 semaines jusqu'à ce que je le déplace moi-même dans le garage. C'était le plan récurrent de ma vie, mes réussites étaient des notes de bas de page mineures, les désagréments mineurs de Théo étaient des urgences nationales. À mes 17 ans, j'avais été accepté dans une prestigieuse école d'architecture à Paris avec une bourse d'excellence complète. Je ne leur ai rien dit pendant des mois, je savais que leur réaction serait un calcul de la façon dont mon absence affecterait leur confort. Quand ils l'ont finalement découvert, ils n'ont pas célébré, ils ont vendu ma voiture, celle que j'avais achetée avec 3 ans de pourboire de serveuse économisée, pour acheter à Théo un drone de cinéma professionnel. Mon père a raisonné que je n'aurais pas besoin d'un véhicule à Paris et que Théo avait besoin de matériel pour sa carrière naissante, il appelait Théo l'avenir de la marque familiale, alors que je n'étais que les frais généraux. Je n'ai pas argumenté, je n'ai même pas élevé la voix, je suis simplement allé dans ma chambre et j'ai ouvert un nouveau registre de comptes. J'ai réalisé alors que ma compassion avait été une ressource qu'ils avaient surexploitée pendant des années et que le compte était officiellement fermé. J'ai commencé à les observer comme un architecte étudie un bâtiment condamné, cherchant les fractures de stress. Je voyais les fissures dans leurs dépenses, les voitures en leasing, les vêtements de créateurs qu'ils ne pouvaient pas se permettre et la façon dont ils regardaient le domaine de mes grands-parents comme une police d'assurance géante. C'est le coût caché d'être la personne responsable dans un foyer toxique, vous apprenez à cacher vos victoires parce qu'elles seront confisquées, vous apprenez à cacher vos plans parce qu'ils seront sabotés. Je suis devenue une réparatrice qui ne demandait jamais d'aide, non pas parce que j'étais forte, mais parce que je savais que l'équipe de secours ne viendrait pas. J'étais l'associée silencieuse dans leur version d'une famille, payant la facture émotionnelle pendant qu'ils vivaient dans un fantasme. Mais le silence n'est pas juste de la soumission,
c'est une période de préparation. Pendant que Théo saccageait le garage pour du contenu viral, j'étais dans la bibliothèque en train d'auditer les termes spécifiques de la succession de mes grands-parents. Je savais qu'à mon 18e anniversaire, le pouvoir changerait de main. Je n'avais pas besoin qu'ils me voient, j'avais juste besoin qu'ils restent exactement comme ils étaient, arrogants et complètement inconscients que le bruit de fond était sur le point de devenir la seule voix dans la pièce. Le domaine côtier n'était pas juste un bien immobilier pour moi, c'était un musée du seul amour authentique que j'avais jamais connu. Il était construit en granit local et en chêne centenaire, ancré dans les falaises du Finistère. Alors que mes parents voyaient des mètres carrés et des revenus Airbnb potentiels, je voyais les callosités sur les mains de mon grand-père. Pendant les étés, mes parents me jugeaient trop difficile ou trop calme pour m'emmener dans leurs vacances de luxe en Méditerranée, alors ils me déposaient au manoir des Roches. Mon grand-père était un homme qui parlait avec des phrases aussi solides que les maisons qu'il construisait. Il ne me traitait pas comme une invitée indésirable ou une obligation sociale, il me traitait comme une apprentie. C'est lui qui m'a tendu mon premier crayon de dessin et m'a montré comment lire l'intégrité d'une structure, il m'a appris le grain du bois, le séchage du béton et l'importance de fondations à niveau. Il me disait qu'une maison ne vaut que l'honnêteté de ses matériaux. Il disait, si le bois est pourri au cœur, peu importe la quantité de feuilles d'or que tu plaques sur les moulures. Il parlait de la maison, mais il regardait mon père et mon oncle Philippe. Je me souviens d'un après-midi, peu de temps avant que sa santé ne commence à décliner, je l'ai trouvé dans l'atelier, l'air était épais de l'odeur de sueur et d'huile de lin. Il ponçait minutieusement à la main une pièce de chêne récupérée, ses mouvements lents et délibérés. Oncle Philippe venait de partir après une visite qui n'était en réalité qu'un interrogatoire à peine voilé sur les droits de succession et la liquidation des actifs. Philippe avait même apporté un appareil photo numérique, prenant des photos des meubles anciens comme s'il cataloguait une vente aux enchères avant même que le propriétaire ne soit froid. Grand-père n'a pas levé les yeux quand je suis entré, il a juste continué à poncer. Il m'a dit qu'il y a deux types de personnes dans ce monde, les bâtisseurs et les charognards. Les bâtisseurs regardent une forêt et voient un abri pour les 3 prochaines générations, les charognards regardent une forêt et voient un tas de bois qu'ils peuvent vendre avant le coucher du soleil. Il s'est arrêté alors, ses yeux rencontrant les miens avec une clarté qui piquait. Il m'a dit que mes parents avaient oublié comment construire, qu'ils ne savaient que consommer. Il m'a dit que cette terre serait un jour la mienne, non pas comme un cadeau, mais comme une responsabilité. Au fil des mois et alors que son souffle se faisait plus court, le contraste devenait agonisant. Je m'asseyais près de son lit dans le calme du soir, lui lisant des revues d'architecture ou les œuvres de Le Corbusier, tandis que dans le couloir, je pouvais entendre ma mère et Philippe se disputer pour savoir quel mur ils abattraient pour créer un studio à concept ouvert pour les tournages de Théo. Il parlait de sa mort comme s'il s'agissait d'une date de clôture sur un prêt hypothécaire. Philippe a commencé à apporter un mètre ruban au dîner du dimanche, il me souriait en me disant de garder ma chambre bien rangée parce que la maison devait bien présenter le moment venu. Il pensait que j'étais juste une fille en deuil, un non-facteur dans leur grand plan. Il ne réalisait pas que j'enregistrais chaque mot, chaque plan et chaque calcul à vide. J'apprenais la physique de leur pourriture. J'ai réalisé que si je n'agissais pas, la maison et l'héritage de l'homme qui l'avait construite seraient démolis par des gens qui ne faisaient pas la différence entre un mur porteur et une moulure décorative. Le matin où mon grand-père est décédé, la brume sur l'océan était si épaisse qu'on ne pouvait pas voir où les falaises finissaient et où le ciel commençait. Le premier coup de fil de mon père n'a pas été pour les pompes funèbres, c'était pour un agent immobilier haut de gamme spécialisé dans le luxe côtier. Ce fut le moment où la tristesse dans ma poitrine s'est cristallisée en quelque chose de structurel. J'ai cessé d'être une petite fille et j'ai commencé à être l'architecte de mon propre destin. J'allais construire un mur qu'il ne pourrait jamais franchir. L'air dans la maison était suffocant après les funérailles. Mes parents et mon oncle Philippe n'ont même pas attendu que les fleurs fanent avant de transformer la salle à manger en salle de guerre improvisée. Ils buvaient du whisky cher et étalaient des plans architecturaux sur la table en acajou, des rendus qui présentaient une immense piscine à débordement là où se trouvait le jardin de rocaille de mon grand-père. Ils voulaient dépouiller la maison de son caractère pour la rendre commercialisable. Philippe a dit qu'il devait agir vite car le marché était à son apogée, il m'a dit que je devais emballer l'atelier car ils allaient le transformer en salle de sport et suite bien-être. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, inaperçu. Ils traitaient le domaine comme un gain au loto. C'est alors que j'ai réalisé que l'amour à leurs yeux n'était qu'un autre contrat, un contrat qu'ils avaient l'intention de rompre. J'avais été l'investisseuse silencieuse dans leur version de la famille pendant 18 ans, mais les dividendes n'étaient que négligence. Cet après-midi-là, je suis allé en ville voir Maître Dubois.
Le cabinet d'avocat sentait le vieux papier et le cuir, un sanctuaire de faits dans un monde de mensonges. Je lui ai remis les documents originaux de la fiducie que mon grand-père m'avait glissés des mois avant sa mort. Maître Dubois m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit que si j'avançais avec le transfert irrévocable, je construisais effectivement un mur légal entre moi et mes parents. Il m'a prévenu qu'il n'y avait pas de bouton retour une fois l'anniversaire passé. Je suis resté assise là à regarder mes mains, les mêmes mains qui avaient aidé mon grand-père à raboter le chêne et à poser la pierre. Pour le monde extérieur, cela pouvait ressembler à une trahison du sang, mais le sang était un conte à découvert depuis longtemps. C'est l'illusion dont les gens parlent rarement, l'idée que les liens du sang familial sont un lien indéfectible. En réalité, la loyauté est un choix et l'intendance se mérite. Mes parents n'avaient pas mérité cette maison, ils avaient simplement survécu à l'homme qui l'avait construite. Ils voyaient la terre comme une marchandise alors que je la voyais comme un engagement. J'ai dit à Maître Dubois que je ne les trahissais pas, je protégeais la seule chose qui ait jamais été réelle. Il voulait liquider un héritage pour payer les followers de Théo et les investissements ratés de mon père. Je voulais le préserver. J'ai signé les papiers préliminaires ce jour-là. Ce n'était pas un acte de colère, c'était un acte de comptabilité. J'auditais ma vie et réalisais que je leur devais zéro. S'ils voulaient jouer à un jeu à gros enjeux avec l'œuvre de la vie de mon grand-père, ils allaient découvrir que la fille qu'ils ignoraient avait appris exactement comment construire une forteresse. À l'intérieur, un autre type de lever de soleil commençait à briller, le genre fait de faits froids et de rétributions silencieuses. Je suis sorti de ce bureau et j'ai reconduit jusqu'à la côte, regardant les vagues frapper les falaises. Pour la première fois, je n'étais pas juste une locataire dans ma propre vie, j'étais la propriétaire du sol sur lequel je me tenais. Le grondement de l'Atlantique m'apportait généralement la paix, mais ce matin-là, le son ressemblait à un tambour de guerre. Je me tenais sur la large terrasse en bois, mes doigts fermes alors que je serrais ma tasse de café. Le camion de déménagement tournait au ralenti dans l'allée, prêt à avaler la vie de mon grand-père. Oncle Philippe s'est avancé, agitant une épaisse enveloppe Kraft comme un trophée. Il m'a dit que l'acte était notarié et le titre transféré. Il a dit que le prêteur privé avait déjà viré la première tranche du prêt à la construction. Ma mère, Isabelle, s'est approchée à côté de lui, ses yeux scannant la maison avec une faim froide. Elle m'a dit qu'ils allaient être raisonnables et qu'ils avaient emballé mes essentiels. Elle a dit que je pouvais rester dans la dépendance, mais que la maison principale leur appartenait maintenant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé mon père. Il ne voulait pas croiser mon regard, il était trop occupé à regarder le panneau vendu que Philippe avait apporté pour le planter dans la pelouse. Derrière moi, la porte s'est ouverte et Maître Dubois est sorti, suivi du capitaine Martin de la gendarmerie. Maître Dubois a tendu la main pour l'enveloppe. Le sourire de Philippe a vacillé, mais il l'a remise avec un haussement d'épaule arrogant. Maître Dubois a sorti l'acte, ajustant ses lunettes. Le silence était absolu. Il a regardé la signature sur la dernière page, la signature de mon grand-père, et puis il a regardé oncle Philippe. Il a souligné que le document était daté de 3 jours avant le décès de mon grand-père. Il a dit à Philippe qu'il avait été avec mon grand-père tout cet après-midi-là et que l'homme était à peine conscient, et encore moins capable de signer un transfert de propriété. Il a ensuite révélé que le sceau du notaire appartenait à une étude qui avait été fermée pour fraude 2 ans auparavant. Le sang s'est retiré du visage de Philippe. Mon père a finalement levé les yeux, la mâchoire pendante. Il a demandé ce qui se passait, insistant sur le fait que c'était un acte légal. Maître Dubois a répondu que c'était un crime, c'était un faux en écriture publique, et plus important encore, il avait un rapport d'un expert comptable judiciaire, Philippe n'avait pas seulement falsifié l'acte, il l'avait utilisé pour garantir un prêt privé de 500 000 € et en avait déjà dépensé près de la moitié pour ses propres dettes. J'ai regardé mes parents. Ils avaient été tellement aveuglés par l'argent facile qu'ils n'avaient même pas vérifié si leur propre frère les volait. Ils étaient tellement impatients de me mettre dehors qu'ils ont invité un loup dans leur maison. La colère n'était pas bruyante, elle était clinique. C'était la réalisation que les gens qui m'avaient élevé étaient prêts à construire leur avenir sur une fondation de vol. J'ai regardé le capitaine Martin faire un pas vers Philippe. L'avenir commun auquel ils avaient trinqué s'effondrait en temps réel, juste là sur le gravier. L'atmosphère dans l'allée est passée d'une célébration à une scène de crime. Oncle Philippe avait l'air malade alors que le gendarme s'approchait. Mon père a bégayé qu'il ne savait pas, prétendant que Philippe lui avait dit que les papiers étaient gérés. Le capitaine Martin lui a dit que falsifier la signature d'un homme mort et voler 500 000 € n'était pas une formalité,
c'était un crime. Je les ai regardés paniquer. C'était fascinant de voir à quelle vitesse la loyauté familiale se dissolvait quand les menottes sortaient. Ma mère s'est immédiatement retournée contre Philippe, hurlant qu'il avait tout gâché et qu'ils étaient censés construire un avenir pour Théo. Théo tenait toujours son téléphone, mais l'énergie suffisante avait disparu. Il a regardé autour de lui l'équipe de déménagement qui remettait déjà les cartons sur le gravier et a réalisé que son public regardait sa vie s'effondrer en haute définition. Il a commencé à pleurer, me demandant de leur dire qu'il ne savait pas. Je l'ai regardé, puis mes parents. Je leur ai dit que je ne laissais personne prendre la maison parce qu'on ne peut pas prendre ce qu'on ne possède pas. Je leur ai dit que j'avais déjà finalisé la structure juridique irrévocable. Cette propriété était légalement protégée. Ils ne perdaient pas la maison aujourd'hui, ils en étaient expulsés. Ma mère a halté, me traitant de ridicule et me rappelant qu'ils m'avaient élevé. Je lui ai dit qu'ils avaient élevé le bruit de fond. Je lui ai dit qu'ils avaient élevé un fantôme qui payait la taxe foncière pendant qu'il complotait pour vendre son héritage. J'ai dit qu'il ne voulait pas une fille, il voulait une investisseuse silencieuse. Je leur ai dit que l'audit était terminé et qu'ils étaient en faillite. Je me suis tourné vers le capitaine Martin et j'ai déposé une plainte formelle pour violation de domicile. Je leur ai donné 1 heure pour retirer leurs effets personnels. Mon père a supplié, demandant où ils étaient censés aller. Je n'ai pas répondu. J'ai juste remis à ma mère un avis juridique pré-rédigé et une copie des nouveaux codes de sécurité. Puis j'ai tourné le dos. J'ai monté les marches de la terrasse, passant devant les déménageurs qui s'empressaient maintenant de remettre les meubles de mon grand-père là où ils devaient être. En atteignant la porte d'entrée, je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai dit à Philippe que la gendarmerie avait une voiture qui l'attendait. J'ai dit au reste d'entre eux que la brume se levait et qu'ils devraient trouver leur chemin vers la sortie avant qu'elle ne se dissipe. Je suis entré et j'ai fermé la lourde porte en chêne. Pour la première fois de ma vie, j'ai entendu le verrou cliquer, et je savais exactement qui tenait la clé. Le silence au manoir des Roches est différent maintenant. Ce n'est plus le silence suffocant des non-dits. C'est le calme d'une maison qui a finalement été débarrassée de sa pourriture. Cela fait 6 mois depuis ce matin-là. Les procédures judiciaires ont été rapides. Oncle Philippe purge actuellement une peine pour fraude au titre de propriété et détournement de fonds. Mes parents vivent dans un 2 pièces exigu en location à la périphérie de la ville, leur côte de crédit incinérée. La carrière de Théo n'a pas survécu aux images virales de notre expulsion, il s'avère que le public n'a pas beaucoup de sympathie pour un enfant roi dont le style de vie était bâti sur un faux. Je me tiens sur la terrasse maintenant, regardant la brume matinale se lever. Dans ma main, ce n'est pas une tasse de café, mais un jeu de plans pour un nouveau projet de logement durable que je conçois. J'ai réalisé que protéger ce qui compte signifie parfois relâcher les gens qui ne le valorisent pas de la même manière. On nous apprend que le sang est le lien ultime, mais c'est un mensonge dangereux. La vraie famille n'est pas quelque chose dans laquelle on est, c'est quelque chose que l'on construit par des actions cohérentes et un respect partagé. Poser des limites avec mes parents n'était pas un acte de rejet, c'était un acte de respect de soi. C'était le moment où j'ai cessé d'être une victime de leurs attentes et où j'ai commencé à être l'architecte de ma propre vie.